Alors voilà, on est... Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On vient de démarrer cette réunion pour ce webinaire dédié à l'éco-conception dans la filière bâtiment. En tout cas, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je vous propose normalement, on va avoir un certain nombre de personnes qui devraient arriver au fur et à mesure du temps, mais je pense qu'on peut déjà commencer parce qu'on a vu avec David que notre support était relativement dense, on avait pas mal de choses à voir. Donc, ce que je vais faire, les gens vont arriver à se connecter au fur et à mesure du temps. Néanmoins, on va faire la partie introductive pour vous présenter un petit peu le sujet du webinaire et puis les quelques grands leviers d'éco-conception qu'on va pouvoir avoir dans la partie introductive pour ensuite vous présenter, je dirais, des actions, des stratégies, des exemples de projets qui intègrent la vision cycle de vie et l'éco-conception dans leurs principes. Évidemment, on sera là pour répondre à vos questions et apporter, j'espère, les réponses que vous souhaitez en fin de webinaire. Et pour finir sur cette partie sommaire, on a toujours un temps qui est mis à disposition pour les entreprises, hein, principalement les porteurs de projets, pour vous présenter les dispositifs d'aide qui existent pour soutenir et mettre en œuvre vos démarches, alors d'éco-conception, puisqu'on est sur un webinaire dédié à l'éco-conception. Normalement, le webinaire est enregistré, donc on vous mettra à disposition à la fois le support et puis la vidéo sur la plateforme YouTube, à la fois de Soltena et de ce programme Bicom, et puis avec ODIS également. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à ajouter des questions et des réponses, enfin des questions, posez vos questions ou vos réflexions dans les onglets dédiés, on y répondra au fur et à mesure du temps. Je vais juste faire la petite partie introductive de manière assez synthétique, hein, me présenter. Donc je suis Damien Delettra, je travaille dans une association qui s'appelle Soltena et je suis le référent éco-conception. Donc je suis basé à Poitiers. Soltena, qui sommes-nous? Donc on est une association régionale, hein, vraiment implantée sur la Nouvelle-Aquitaine, Aquitaine, pardon, et on regroupe, je dirais, tous les acteurs qui s'engagent autour de la transition écologique et de l'économie circulaire. Au sein de Soltena, j'anime notamment un dispositif qui s'intitule Bicom, donc qui est vraiment le programme et le dispositif régional de la Nouvelle-Aquitaine qui vise à orienter les projets, à sensibiliser les entreprises autour de l'éco-conception. Donc, ce programme, vous allez retrouver un certain nombre de webinaires au fur et à mesure du temps. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on essaie d'avoir un dispositif assez agile pour vous sensibiliser. Et vous avez des différents liens qui permettent aussi de recevoir les actualités, les événements que je présenterai un petit peu à la fin. Et donc, je laisse la parole à David, qui... Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est très bien parce que Damien a présenté avec brio sa structure qui est Soltena. Et nous, ODIS, on est l'équivalent. Donc on est aussi un régional à Nouvelle-Aquitaine. Mais par contre de la construction. Donc construction, ça veut dire construction, réhabilitation et également aménagement durable. Et moi également, je suis basé à Poitiers et je travaille beaucoup sur les questions d'économie circulaire. Et je m'occupe du territoire de la Charente et de la Vienne. Et voilà, on est un centre de ressources, alors c'est noté, mais en gros, on va pas passer beaucoup de temps, mais vous retrouverez en fait, comme pour Soltena et les démarches Recita, etc., c'est un centre de ressources, donc vous trouverez beaucoup d'actualités sur notre site internet, notre YouTube, etc., etc. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations, si ce qu'on vous dit vous intéresse. Alors, juste aussi pour compléter, David, ce que tu as dit, c'est vous animez aussi un certain nombre de projets au niveau régional, pardon, de dispositifs, hein, qui ont du sens quand on va parler d'éco-conception sur le bâtiment durable et sur quartier durable. Donc, c'est des enjeux qui vont aussi abonder des stratégies ou des actions d'éco-conception. Et puis, en parallèle de ça, on en parlait en préparant le webinaire. Vous animez aussi des midi-circulaires, donc des webinaires aussi qui présentent des sujets, des thématiques, comme là on le fait sur l'éco-conception dans la filière bâtiment. Vous, c'est vraiment dédié à la construction et voir un petit peu des stratégies ou des actions vraiment pratico-pratiques sur la circularité des C'est équipements. ça. C'est ça. C'est vrai que les démarches BDNA et QDNA sont des démarches environnementales de la construction et du quartier, donc qui commencent à bien fonctionner, qui sont en train de pas mal se déployer en Nouvelle-Aquitaine. Donc la démarche quartier est émergente pour nous, mais c'est un des sujets très importants.
Effectivement, vu qu'il y a un référentiel environnemental et une notion d'animation, il y a vraiment un sujet d'éco-conception et d'amélioration. Et on s'est rendu compte sur d'autres régions que ça avait même un rôle structurant, ce genre de démarche sur les filières. On parlera beaucoup des filières juste après. Et effectivement, les midi circulaires de la construction, donc c'est quelque chose d'assez ambitieux sur des webinaires, un peu comme ce que tu fais, Damien, autour de l'économie circulaire de la construction. Et notre site internet, on en a beaucoup d'épisodes et on continue de le faire. Et voilà, ça va continuer le mois prochain avec un sujet sur le recyclage des bétons. Mais ça va Ok. continuer en gros après sur plein d'autres sujets. Merci Damien pour la précision. Et donc voilà, donc l'idée, nous, d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment de parler d'éco-conception dans la filière bâtiment. Donc, je représenterai un petit peu ça, mais pour marteler un petit peu le sujet, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez engager un projet d'éco-conception, voilà, faut pas hésiter à nous solliciter. Il y a des aides qui existent, des aides financières pour mettre en place votre projet, faire des diagnostics, élaborer un peu un programme. Il y a également un certain nombre d'acteurs experts qui sont là pour vous accompagner à à vous engager dans un projet d'éco-conception. Donc, je présenterai un petit peu ça, le dispositif en fin de webinaire. Petite introduction quand même nécessaire, quand même, c'est de repréciser, je dirais, les notions sémantiques quand on parle d'éco-conception et de rebalayer un petit peu les notions qu'on a derrière ce terme, et puis essayer de l'adapter, de voir comment ça peut s'intégrer de manière théorique, je dirais, dans la filière bâtiment. Pour ensuite, on verra les exemples et des illustrations de certains projets. Alors, éco-conception, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est que on a une norme, on a un référentiel qui existe, hein, c'est toujours intéressant de s'y rebaser. Et l'éco-conception, c'est une notion, c'est plutôt une démarche, hein, c'est une méthode dans laquelle on va prendre en compte des aspects environnementaux, dans l'idéal le plus tôt possible, c'est-à-dire lors de la phase de conception. Et la finalité va être de réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d'un produit. Donc, il y a pas de label, en fait. Souvent, on nous pose la question, je veux un label éco-conception, je veux un logo éco-conception. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est vraiment une norme d'amélioration, enfin, une démarche d'amélioration continue. Alors, dans cette définition ISO que vous voyez à l'écran, on a trois notions quand même qui sont importantes à repréciser quand on parle d'éco-conception. La première, c'est une démarche donc, qui est centrée sur le produit. On parle bien de quelque chose, d'un bien matériel, éventuellement d'un service. C'est quelque chose qui peut être complémentaire aux approches, évidemment, des approches d'organismes, des organisations. Donc, on va retrouver tout ce qui peut être RSE, norme ISO 14001, approche bilan carbone, par exemple, si on parle d'outils ou de méthodes. Nous, en éco-conception, c'est vraiment le produit sur lequel on va s'atteler. Deuxième notion importante, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie et d'avoir cette vision relativement globale, hein, avec différentes étapes dans ce cycle de vie. Alors, vous avez le petit schéma au milieu que le pôle éco-conception a édité. Dans la filière du bâtiment, on va le voir juste après, certains référentiels normatifs ou réglementaires existent et vont présenter, je dirais, le cycle de vie d'un produit du bâtiment de cette façon-là, c'est-à-dire on va extraire des matières premières, ces matières premières vont être transportées, vont être ensuite fabriquées, donc avec des étapes d'assemblage éventuellement. Notre produit fini va être envoyé vers des sites d'installation, des sites de regroupement, pour ensuite être mis en œuvre. Donc, on va avoir toute la phase de pose de produits du secteur du bâtiment. Évidemment, des emballages qui vont être nécessaires pour pouvoir transporter et protéger notre produit. Une phase importante quand on parle de produits, un produit général, on va appeler la phase d'usage. Dans le secteur du bâtiment, avec les référentiels notamment des FDES, on parle de vie en œuvre avec là aussi, hein, des consommations qui peuvent être nécessaires, à savoir une consommation d'eau, d'énergie, des phases d'entretien qui peuvent être nécessaires, de maintenance. Et puis un jour ou l'autre, dans tous les cas, notre produit, notre bien matériel deviendra un déchet et donc aura une fin de vie. Donc là aussi, différentes stratégies s'offrent à nous pour essayer de faire durer le plus longtemps possible notre produit. Donc ça, c'est les deux grandes notions importantes. La troisième, elle est également présente dans la norme, c'est-à-dire qu'on va parler d'indicateurs environnementaux. Alors, dans le secteur du bâtiment, je l'ai dit tout à l'heure, le référentiel des FDES que je vais présenter juste après est relativement conséquent, j'en conviens. Il y a beaucoup d'indicateurs environnementaux qui sont considérés. En tout cas, il y a 19 indicateurs d'impact environnementaux qui peuvent être évalués.
Là, dans la filière du bâtiment, il y a aussi un contexte normatif. Alors, j'ai mis les normes en question au niveau national qui existent. Mais l'idée de l'éco-conception, ça va être de mesurer au moins trois indicateurs environnementaux. Si on veut, on peut aller plus loin, évidemment, par le référentiel des DES. Mais l'idée, c'est vraiment d'estimer les impacts en différents milieux, donc l'eau, l'air, le sol notamment, éventuellement sur les humains ou sur d'autres espèces. On peut avoir des indicateurs qui peuvent avoir attrait à la consommation de certaines ressources ou mesurer certains flux, des flux énergétiques par exemple. Quand on parle d'éco-conception, alors pas forcément dans le secteur du bâtiment, mais dans d'autres secteurs industriels aussi, on peut avoir dans les démarches d'éco-conception d'autres indicateurs qu'on va pouvoir mesurer, hein, le taux de recyclabilité, le taux de recyclé présent dans les matériaux. Donc là aussi, c'est des indicateurs qu'on va pouvoir utiliser pour mesurer l'amélioration de sa démarche. On peut également utiliser des indices, là aussi, on y reviendra tout à l'heure, qui peuvent être portés par des entreprises ou par des professions de manière plus globale. Alors voilà, quand on a parlé d'éco-conception et d'analyse du cycle de vie dans le secteur du bâtiment, on peut tomber sur ce type de résultats, donc ce qui peut paraître un peu compliqué à lire, j'en conviens, mais les indicateurs qu'on va retrouver dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour les produits du bâtiment ou dans les PEP Éco-Passeport, donc là, c'est vraiment les produits qui vont avoir des composants électroniques, je dirais, utilisables dans le bâtiment, donc des luminaires, des chaudières, etc., etc. Système d'extraction d'air, on va pouvoir être en mesure de mesurer tous ces indicateurs environnementaux. Alors, ça va être plus ou moins complexe, hein, évidemment. Il y a toute une procédure de vérification pour obtenir ces indicateurs, mais on est potentiellement en mesure de mesurer tout ça sur des produits du bâtiment. Alors, on le verra tout à l'heure, mais va se poser la question, comment j'interprète ces résultats? Et est-ce que, on va pas le voir aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a certains indicateurs qui vont être plus ou moins robustes? Évidemment, ça va être le cas. Néanmoins, vous allez retrouver beaucoup d'éléments du bâtiment sur lesquels vous allez avoir ces informations environnementales du cycle de vie. Sur la base INIES, vous avez le petit lien en bas qui centralise, je dirais, toutes ces déclarations. Une notion également importante, alors qui découle, je dirais, un petit peu des FDES, hein. Là, on est toujours sur les enjeux un petit peu théoriques, mais quand on parle d'analyse du cycle de vie, et notamment dans le secteur du bâtiment, la notion d'unité fonctionnelle est un élément important à prendre en compte. Pour simplifier, illustrer un petit peu cette notion-là, c'est vous avez deux pots de peinture et vous voulez repeindre un mur. Comment faire son choix selon des critères environnementaux? Alors on peut se dire, voilà, on va comparer mes deux pots de peinture de manière individuelle avec la même contenance et en faisant une première évaluation environnementale à travers trois indicateurs environnementaux que vous voyez à l'écran, on voit que sur tous ces indicateurs, le pot de peinture niveau A, celui de gauche, a l'air le moins impactant, donc serait le meilleur. Néanmoins, ce qui est important quand on parle d'éco-conception, c'est de considérer le service rendu. Alors là aussi, c'est des termes un peu techniques, mais pour simplifier, toujours sur cette illustration-là, bah, l'exemple, c'est notre pot de peinture A. Bah, finalement, pour peindre un mur et le rendre opaque ou avoir une certaine couleur qu'on attend, bah, ce pot A est beaucoup moins couvrant. Donc, je vais avoir besoin de plusieurs pots pour faire la même chose, alors que mon pot B en une seule passe ou avec la même quantité de produits, je peux le faire d'une seule fois. Et donc voilà, donc en ayant cette vision, ce service rendu dédié à mon élément, eh ben, on va se rendre compte qu'au final, globalement, sur cet enjeu de mesure et d'évaluation environnementale, eh ben, il m'a fallu 4 pots de peinture A alors qu'un seul B suffisait. Donc, vision globale selon l'unité fonctionnelle, bah, le B, alors que ce n'était pas forcément le cas en premier abord, bah, est moins impactant et donc meilleur en termes de démarche d'éco-conception. Donc voilà, donc l'unité fonctionnelle, hein, c'est quelque chose qui va nous permettre de mesurer une performance, le service rendu de notre produit. Donc ça va être important quand on parle d'analyse cycle de vie et d'évaluation environnementale, de définir une phrase qui va permettre de mesurer cette qualité, le service qu'on attend de notre produit ou de notre offre. Donc là, un exemple, hein, recouvrir 1 m² avec une surface qui serait en plâtre, avec un certain niveau d'opacité. Donc là, ça peut être assez technique et une durée de vie, hein, une durée d'utilisation. Donc, partant de ça, c'est vrai on est souvent questionné, hein, David, je pense que c'est la même chose sur, bah voilà, est-ce que j'utilise tel ou tel matériau, est-ce que c'est bien ou pas bien?
Bah, finalement, nous, moi, j'aime bien dire qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise solution, hein, que ce soit un matériau ou un produit. Ça va vraiment dépendre selon quel est le scénario d'usage, le service rendu qu'on en attend. Et en fonction de tout ça, on va avoir une réponse ou une autre. Et donc, juste pour finir sur cette partie introductive, donc voilà, l'éco-conception, hein, c'est vraiment les grands points clés que vous allez retrouver, hein, le produit, le cycle de vie et des impacts environnementaux. Nous, ce qu'on va essayer de faire dans toute démarche d'éco-conception, c'est évidemment d'éviter les transferts d'impact, parce que dans la pratique, on ne va pas réussir à avoir le cas que je viens d'avoir précédemment, c'est-à-dire que tous les indicateurs environnementaux sont au vert par rapport à une autre solution. Souvent, il y aura des arbitrages à faire entre des indicateurs qui seront meilleurs sur une solution et moins bons sur d'autres. Donc, il va falloir essayer de mesurer tout ça, de maîtriser tout ça. Il n'y a pas de produit enfin, la démarche d'éco-conception, c'est vraiment quelque chose d'amélioration continue. Donc, on pourra toujours trouver des leviers pour s'améliorer. Évidemment, au début, on peut trouver plus de leviers de réduction. L'enjeu principal que je viens d'évoquer, c'était cette notion de service rendu que vous avez, j'espère, un petit peu mieux appréhendé. Et pour finir aussi sur l'éco-conception, ce qu'on en retient au travers des différentes démarches qui sont menées un peu au niveau national et dans tous les secteurs d'activité, c'est vrai que c'est nous apporter un nouveau regard, hein, d'avoir une nouvelle lunette sur son offre, hein, pas seulement des éléments techniques et économiques, mais d'avoir une vision aussi environnementale. Et dans beaucoup de cas aussi, on va pouvoir trouver comment s'améliorer et gagner en performance globale, hein. La performance globale est un indicateur évidemment intéressant, pris en compte en éco-conception. Donc voilà, donc j'espère, on a essayé de voir un petit peu quels sont les grands principes d'éco-conception et d'avoir un petit focus dédié à la filière du bâtiment. Et donc maintenant, on va voir avec David de manière plus pratico-pratique, hein, beaucoup de choses qui vont notamment être autour de l'enjeu réglementaire, qui est un des leviers forts, hein, dans beaucoup de secteurs, que ce soit l'éco-conception, mais pour faire améliorer ou intégrer certaines notions environnementales, hein, dans beaucoup de filières. Et le premier levier pour s'engager dans une démarche d'éco-conception, souvent, le levier réglementaire intervient. Donc voilà. David, je pense que voilà, tu peux peut-être évoquer tous ces sujets-là de Ex- manière précise. Exactement. Effectivement, je viens à la suite de ce sujet sur la notion d'éco-conception et d'impact environnemental. Donc, ce pas des sujets qui sont nouveaux, hein. Ce sont des sujets qui ont été travaillés depuis quand même très longtemps, et notamment la réglementation, depuis les chocs pétroliers des années 70, a beaucoup travaillé sur la notion de performance du bâtiment, notamment au niveau énergétique. Mais aujourd'hui, on va le voir très rapidement, on est en train de se focaliser sur d'autres sujets qui sont plus liés au mode de construire et qui viennent révolutionner un petit peu la construction. Et donc dans les enjeux réglementaires, on a plusieurs réglementations qui viennent, comment dire, un petit peu coiffer notre activité de construction en ce moment. Et donc un de ces sujets, c'est la réglementation environnementale 2020. Qui est en vigueur aujourd'hui et qui va justement aller de plus en plus rentrer dans les détails en termes d'exigence. Mais on le verra un petit peu tout à l'heure, je pense. On a d'autres sujets avec notamment la loi AGEC, qui est une très très grande loi sur la question des déchets et justement de comment on peut travailler au réemploi et au recyclage. Et maintenant, la construction est vraiment liée à tout cela. Et donc du coup, si on continue en fait dans la présentation, Damien, on- ce qu'on voit, c'est que là, c'est une déclinaison. Alors, vous inquiétez pas, on va pas voir tout à lire, mais en gros, c'est juste pour vous dire que sur la gauche, on voit que la réglementation environnementale 2020, elle a trois grands axes de regard. Il y a un axe qui est l'axe énergie, qui était déjà un axe qui a été pas mal travaillé par la réglementation précédente, qui est le RT 2012, qui était déjà c'est la vraie grosse comment dire révolution, c'était le RT 2012 sur la partie énergétique où on a beaucoup travaillé la question d'étanchéité à l'air, de performance du bâti, d'énergie renouvelable. Et là, on va de plus en plus loin. Et l'idée, c'est que dans quelques années, on aille vers des bâtiments passifs, voire à énergie positive, ce qui techniquement est possible dans pas mal de cas. Alors il y a des cas où c'est peut-être un peu plus compliqué comme les tours, dans le sens où on peut avoir des bâtiments qui consomment relativement peu, mais sur lesquels le fait d'ajouter des énergies renouvelables est peut-être un peu plus compliqué que lorsqu'on a plus de surface de toiture disponible. Mais rien n'est impossible, hein. On va peut-être voir qu'il y a quand même des possibilités. Et ce que j'ai entouré, donc en gros ce qu'il y a en bas par contre, c'est la notion de confort. On voit bien que c'est un sujet qui doit être travaillé notamment avec la notion de confort d'été.
Et au milieu, c'est la grosse nouveauté, j'ai envie de dire, qui passionne, on va dire, le secteur du bâtiment, c'est comment finalement décarboner les systèmes de construction. Le sujet, au début, c'était de dire que quand on a fait les précédentes réglementations, lorsqu'on regardait l'impact carbone, c'était de très loin, et comme le disait précédemment Damien sur la question du cycle de vie, ben, c'est la notion d'exploitation. Quand on avait un bâtiment, finalement, c'est toute l'énergie qu'on utilisait en exploitation, surtout, par exemple, pour un logement, c'est surtout le chauffage, par exemple, et l'eau chaude qui va utiliser beaucoup d'énergie. Ben, ça, c'était infiniment plus que finalement la construction. Même si c'était des constructions qui étaient très intenses en carbone, mais finalement l'exploitation était le gros sujet. Avec la RT 2012, ça s'est renversé, c'est-à-dire qu'en gros les bâtiments devenaient très performants, donc d'autant plus avec la RE 2020, où les bâtiments deviennent très performants. Donc on a commencé à intéresser à la manière de construire, on s'est rendu compte que finalement l'impact carbone de la construction était très très loin d'être neutre. Donc c'est pour ça qu'il y a une logique de travailler sur les notions de carbone au niveau des systèmes de construction. Peut-être qu'on peut passer à la Ouais. slide On voit là les suivante. notions d'analyse cycle de vie qui évidemment sont bien renseignées à ce niveau-là, effectivement. Des indices. C'est le cœur, hein, c'est le Ouais. cœur du sujet, on le verra un petit peu tout à l'heure. Là, on va passer rapidement sur cette slide, mais c'est juste pour vous montrer que, en gros, il y a des seuils qui vont arriver en fait de 2022 à 2024, puis de 2024 à 2027, etc. Il y a des seuils de carbone en fonction des typologies de construction. La seule chose que je veux montrer, et on aura d'autres slides derrière qui seront encore plus clairs pour le montrer, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient intéresser les gens de la construction, mais parfois pas tant que ça, en gros. Dans le sens où il y a des gens qui disent, bah, en gros, on va construire à peu près comme d'habitude, on va trouver une solution, je dirais, pour mettre un peu de biosourcé dans un coin, mettre un peu de réemploi dans le coin, et globalement, on remet pas trop en cause notre manière de faire, et ça va passer. Et on va voir dans quelques temps que ça, à partir de 2031, ça va être très très difficile de fonctionner comme ça. Il faudra vraiment passer à une autre logique par la suite. On passe à la suite. Alors, là, j'avais un petit focus réglementaire, effectivement, qui est spécifique, et je dirais à l'éco-conception, mais qui s'applique dans le bâtiment, c'est-à-dire au niveau de l'échelle communautaire européenne. Vous avez ce qui s'appelle le décret ESPR, donc Eco Design for Sustainable Product Regulation. Donc là, c'est ce qu'on peut formuler comme enfin, une des obligations va être de créer des passeports numériques pour beaucoup de produits. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir pour tous les produits un document numérique qui permet de bien connaître, je dirais, toute la chaîne de valeur, hein. Dans le secteur du bâtiment, ça va être relativement important, mais d'avoir toutes les options, bien connaître la composition des produits, donc quelles sont les matières premières présentes et comment je vais pouvoir réparer et démonter mon produit. Tout ça, c'est vrai que ça va être, c'est quelque chose qui est en cours d'être mis en place dans les filières. Donc au niveau européen, on a un certain nombre de produits qui sont ciblés comme prioritaires. J'essaie de mettre en gras ce qui pouvait concerner le bâtiment et l'intérieur du bâtiment, à savoir bah, les matériaux de construction, hein, le fer, l'acier, l'aluminium sont utilisés dans le bâtiment. Le textile, bon, là, vêtements, chaussures, on n'est pas forcément concerné, mais tout ce qui peut être moquette, ça peut l'être. La partie mobilier qui est vraiment importante, peinture, et puis tout ce qui va être lié à l'énergie. Donc on y reviendra en fin de webinaire, mais tout ce qui peut être chaudière, typiquement, peut être concerné. Donc ça, c'est vraiment un levier réglementaire qui commence à être engagé. En tout cas, le pied dans la porte a été mis, je dirais, pour avoir plus d'informations sur le cycle de vie des produits et d'avoir toutes ces données et de pouvoir les retransmettre d'un point de vue numérique. Voilà. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure sur d'autres enjeux réglementaires qui sont la loi AGEC, qui est une énorme loi hein, qui ne concerne pas du tout que la construction, mais en gros qui est en train de rattraper la construction avec plusieurs dispositions. Et celles qu'on met le plus en avant, c'est les deux choses qui sont l'obligation de diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, pour des surfaces de plus de 1000 m² dans certaines conditions et ce qui sont des outils finalement pour catégoriser finalement les produits de la construction qui sont disponibles lorsqu'on fait
une déconstruction. Et l'idée, c'est de penser dès aujourd'hui, finalement, ce qu'ils vont devenir, soit en réemploi. Alors ça, c'est ce qu'on cherche, hein, bien sûr, dans la pyramide des déchets, on cherche bien entendu à aller chercher le réemploi, mais également, dans certains cas, pour être réaliste, il y aura aussi du recyclage, voire d'autres choses. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet finalement, si on le gère bien, notamment au niveau du maîtrise d'ouvrage, ça permet d'avoir des stratégies finalement de gestion, justement, notamment en termes de réemploi. Et c'est un outil très intéressant. Et alors, il y a un autre dispositif qui a beaucoup fait parler, qui est très intéressant, qui sont justement la création de la REP, donc en gros des filières de gestion justement de ces déchets de la construction, avec quatre organismes qui ont été agréés et qui ont plusieurs objectifs. Et ceux qu'on a vu le plus passer ces derniers mois, c'est la mise en place de points de collecte finalement des déchets maillés sur le territoire. Donc en gros, vous allez trouver comment dire, une liste de ces endroits-là. Mais il y a d'autres objectifs finalement de ces organismes REP. C'est effectivement, je dirais, de faire de la prévention, de mettre en place des solutions localement, etc. Le mode de fonctionnement de la REP, alors je pense que la plupart d'entre vous est à peu près au courant de tout ça, mais peut-être pour le rappeler, c'est effectivement que vous allez tous payer, et c'est déjà le cas, une écotaxe sur les produits de construction. Et cette écotaxe, elle va être collectée par ces organismes-là, qui eux-mêmes, finalement, avec cet argent-là, doivent mettre en place des solutions justement pour gérer justement ces déchets de la construction. Et donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ils ont beaucoup travaillé sur la question des points de collecte, un peu sur le territoire. Donc là, c'est en train d'avancer vraiment bien. Et aujourd'hui, il y a quand même tout un travail qui est en cours pour justement aller un peu plus loin sur de la sensibilisation et accompagner également les porteurs de solutions, tant au niveau maîtrise d'ouvrage qu'au niveau finalement des porteurs de projets. On en discute un petit peu avec Damien tout à l'heure, c'est peut-être en ce moment le moment d'aller chercher des financements à la fois auprès comment dire, des institutions publiques et également peut-être des organismes REP, parce que justement les réglementations sont un peu au tout début et donc en gros on est en train de structurer ça, mais dans quelques temps ça sera une obligation. Donc en gros on ne va pas financer quelque chose qu'on est censé faire en gros. Donc on est dans un moment un peu particulier où finalement il y a un foisonnement, que toutes les solutions ne sont pas là, et finalement il y a une opportunité à peut-être aller chercher des solutions sur ces questions-là, et puis finalement on en verra quelques-unes par la suite, mais il y en a mille en fait, hein, comme dans tous les sujets industriels, etc. Il y a mille choses à faire. Et juste sur ces parties filière REP, effectivement, c'est les metteurs sur le marché qui ont une éco-participation à élaborer. Donc, elles choisissent un éco-organisme et en fonction de leur produit, de sa composition, donc typiquement le poids, le matériau qui est utilisé et le fait qu'il soit plus ou moins valorisable en fin de vie, on va avoir une éco-participation qui varie. Souvent, enfin, dans d'autres filières REP, on a ce qu'on appelle l'éco-modulation. Alors, dans la filière bâtiment, pour l'instant, vu que c'est une filière assez récente, elle n'est pas encore très élaborée. Néanmoins, l'idée, c'est de valoriser aussi ou d'avoir une modulation selon différents critères qui intègrent notamment des notions d'éco-conception. Donc là, en l'occurrence, souvent, c'est la quantité de matière recyclée qui est utilisée qui peut intervenir. Mais la finalité, souvent, va être de valoriser d'un point de vue économique aussi des solutions qui sont théoriquement meilleures sur leur cycle de vie. Il y a des appels à projets hein, aussi peuvent être faits par tous les éco-organismes, je ne les ai pas forcément tous listés. Et juste pour finir là, sur ce volet-là, il y a quand même une obligation, hein, toujours dans la loi AGEC, pour toutes les filières REP, donc tous les metteurs sur le marché, donc que ce soit dans le bâtiment, l'emballage, le textile, etc., etc. Les metteurs sur le marché doivent établir ce qu'on appelle des plans de prévention et d'éco-conception. Donc là, c'était dans la loi AGEC, l'article 72 en l'occurrence. On avait fait un webinaire l'année dernière dessus, mais tout metteur sur le marché doit dire ce qu'il va faire pour éco-concevoir et prévenir les impacts environnementaux de ces produits. Donc ça, c'est quand même un point important. Et normalement, les éco-organismes doivent centraliser tout ça et après les mettre de manière commune à disposition. Alors là, voilà, on a vu un petit peu, on essaie de brosser de manière assez rapide, mais le contexte réglementaire est assez lourd hein, dans beaucoup de secteurs d'activité, et notamment dans le bâtiment. Donc on a vu un peu rapidement certains points. L'idée d'aujourd'hui, c'était de vous présenter quelques initiatives, ou en tout cas quelques stratégies qu'on peut mettre si on veut commencer à s'engager dans une démarche d'éco-conception dans la filière du bâtiment. Donc David, on a essayé de reprendre des exemples les uns et les autres. Euh, voilà.
Voilà, donc en gros, effectivement, on va vous montrer finalement quelles sont les stratégies que l'on constate sur le terrain au niveau de l'éco-conception. On essaie de re-rentrer dans le sujet de l'éco-conception. Donc ce que l'on constate de manière assez énorme dans le construction aujourd'hui, alors énorme, je vais te tempérer juste après, mais moi je considère que c'est le cas, c'est l'utilisation de matériaux bas carbone. Donc en gros, si on voit la suite de ce que ça va donner, c'est qu'en gros, on voit un boom assez considérable sur les biosourcés qu'on vous les illustrera tout à l'heure. Alors, c'est à ce moment que je viens un peu tempérer parce que hier j'ai fait une formation auprès de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre sur le sujet et eux qui me disaient bon bah t'es gentil mais en fait moi dans toutes mes opérations on fait au minimum, on est dans du classique, c'est pas tout à fait ce que l'on observe etc. Donc en gros il y a quand même deux réalités. C'est vrai que sur le marché on voit quand même qu'il y a une logique de faire un peu comme avant en essayant de rester un petit peu dans les stratégies classiques tant que ça marche. Parce qu'il y a encore aussi la notion de est-ce que c'est cher, est-ce que c'est voilà, est-ce que finalement les gens sauront faire, etc. Donc il y a tout un tas de sujets comme ça sur lesquels on a quand même pas mal avancé. Et finalement, non, les biosourcés, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'avancer pas mal, mais qui est promis à avancer beaucoup plus par la suite. On peut passer à la suite, bien sûr, Damien. Ensuite, il y a quelque chose qui marche beaucoup aussi, c'est décarboner les procédés de production. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, si tu mets la suite, Oui, pardon. c'est que en gros les usines en général de production et là c'est vrai alors Soltena connaît ça par cœur hein, c'est que les usines de production quand on parle de décarbonation vont beaucoup travailler la notion d'énergie renouvelable et là il y a un truc qui nous plaît beaucoup en ce moment et que Soltena maîtrise beaucoup c'est aussi la notion de récupération de chaleur voilà et nous ça nous intéresse aussi beaucoup dans la construction parce que si on récupère de la chaleur et qu'on vient alimenter des réseaux de chaleur bah, c'est bien aussi pour alimenter les bâtiments et pas que les procédés donc en gros ça c'est des choses qui avancent pas mal aussi euh, et la notion de optimiser le cycle de vie. Donc on a beaucoup parlé de l'analyse de cycle de vie et en gros il y a un sujet en fait sur le réemploi et ça pour le coup moi je trouve que c'est un axe qui est je dis pas un impensé en fait des matériaux de construction mais quand même un peu. On donnera des exemples tout à l'heure, notamment avec les menuiseries, avec justement comment on peut recycler ou réemployer les menuiseries. Mais aujourd'hui, les matériaux de construction sont plutôt des matériaux qui se posent pas avec des fixations, par exemple, qui sont démontables. Quand vous allez poser un placo, ben, en fait, c'est difficile à enlever. Quand vous avez une menuiserie, que vous devez l'enlever, ben, en fait, finalement, vous êtes obligé de déceler un peu le tout, etc., etc. Le béton, etc. Donc vous voyez, vous rendez bien compte en gros que les procédés d'assemblage dans la construction, alors il y a bien sûr des contre-exemples hein, quand on fait des bâtiments industriels et autres. Bon, en gros là on a des vis, on a des boulons, on a des choses comme ça. On peut avoir des rivets. Mais dans la construction, je pense qu'on a vraiment une possibilité d'avancer pour pouvoir vraiment optimiser le cycle de vie et de par la suite démonter très proprement et travailler ça. Peut-être que l'une des choses que je peux préciser, c'est que c'est un truc qu'on se dit beaucoup dans la construction, c'est il y a il y a pas mal de temporalité dans la construction. Par exemple, on va se dire que le second œuvre va avoir une temporalité assez rapide. Puis après, il y aura les équipements techniques. Et puis après, il y aura la structure qui va durer beaucoup plus longtemps, etc. Donc l'une des idées, c'est de dire que ceux qui ont une temporalité peut-être plus rapide, de s'assurer que le démontage soit plus simple. Et justement, je Donc crois que c'est illustré là-dessus, voilà. voilà, donc là, il y a une illustration. Alors, pour tout vous dire, je rends à César ce qu'il y a à César, parce qu'on s'en est parlé avec Damien, on a trouvé l'illustration assez tardivement, mais on a trouvé qu'elle était très bien. Donc, en gros, c'était le hub bas carbone qui est animé par l'IFEB Carbone 4 et Arcora. Donc, je les cite parce que c'est vraiment eux qui ont fait la slide. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, ça va faire le lien avec tout ce que j'ai dit avant, c'est qu'en gros, quand vous regardez à gauche, vous voyez en fait qu'il y a des seuils qui vont descendre beaucoup. Alors là, on est dans le cadre finalement du tertiaire, des bâtiments tertiaires. On a des seuils très importants. Alors, on le voit pas très bien en fait dans l'image. Alors peut-être un petit peu, mais pas si bien que ça. C'est que par exemple, on voit que la partie bleue, ça correspond à la construction béton en fait. Et on voit bien que avec le seuil 2025, bah, ce seuil-là baisse énormément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux choses. C'est que, un, ben, le béton doit pouvoir trouver des solutions de décarbonation d'urgence.
ce qui est à peu près le cas, mais quand même, en fait, c'est pas si simple que ça. Et aussi qu'on doit trouver des alternatives en fait à ces modes de construction. Et donc ce qui est un petit peu illustré en fait sur la droite, avec finalement différents systèmes de construction qui finalement peuvent être utilisés à différents moments. Et à un moment donné, on sent que à un moment donné, un voile percé va faire appel, va laisser place finalement à une façade à ossature bois qui peut-être va être plutôt après derrière, on aura plutôt plus des murs rideaux, etc. Alors bien sûr, c'est des systèmes de construction qui existent aujourd'hui, hein, bien sûr. Hein. Mais aujourd'hui, il y a certains systèmes de construction qui auront beaucoup de mal à passer les prochaines réglementations. Ça vient illustrer le fait que finalement, le fait de bien maîtriser certains systèmes de construction dès maintenant nous donne une prime pour l'avenir. Et quand on parle de l'avenir, vous voyez bien, c'est des années, c'est extrêmement rapide. Oui, donc là, on illustre bien cette notion d'évolution ou de modularité finalement du bâtiment à travers les équipements un petit peu de moyens œuvres. Et on garde la structure globale, mais on peut faire évoluer plus facilement d'un point de vue performance thermique et environnementale d'autres éléments, quoi. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Très bien. Alors, maintenant, on va illustrer plutôt la partie bas carbone. Alors, on aurait beaucoup d'exemples à vous donner, mais on en a choisi que quelques-uns. Donc, ce n'est qu'une illustration. Vous allez trouver, et peut-être qu'à l'oral, je vous en donnerai d'autres, mais on va illustrer ça. Alors, il y en a un qu'on aime beaucoup, qui est la paille hachée de Yellow, parce que c'est vraiment un bonheur comment dire, de structuration de filière. Peut-être pour faire rapide, c'est que en gros, un de nos, comment dire, de nos partenaires adhérents et un ancien d'ODIS d'ailleurs qui s'appelle Nicolas Rabuel a fondé la société Yellow qui doit développer la paille hachée en fait en France. Il a récupéré cette technique-là dans un pays du Nord, alors je ne me rappelle plus si c'est les Pays-Bas. En tout cas, il avait vu que ça existait. Alors c'était pas extrêmement développé, mais ça existait. Mais en France, ça n'existe pas. Et comme vous le savez, en France, notamment dans la construction, quand il y a quelque chose qui est validé ailleurs, bah, en gros, bah, nous, c'est comme si ça n'existait pas. Donc il faut tout revalider, mais de zéro, réellement de zéro. Comme si en fait on n'avait pas de retour d'expérience. Donc ça c'est vraiment une problématique importante en termes de réglementation. On devrait pouvoir utiliser les retours d'expérience d'ailleurs, quitte à les compléter, mais en tout cas les utiliser, ce qui n'a pas été le cas. Et là pour faire ça, donc Yellow a travaillé, a fait quelques essais à droite à gauche, et en gros l'idée pour pouvoir passer les organes comment dire d'assurabilité, il fallait passer ce qu'on appelle une ATEX. Et donc, on a trouvé une opération avec le Crous de Poitiers qui a permis à cette paille hachée d'être utilisée sur une de ces opérations, qui est une opération BDNA, on en parlait tout à l'heure, Damien, et qui a permis finalement de valider le procédé en œuvre. Et après, derrière, qui permet de suivre ce procédé pour que derrière, ils aient d'autres avis techniques. Et donc là, il y a une ATEX de KB qui permettait de l'utiliser sur cette opération-là avec le rue Champlain à Poitiers. Et finalement, grâce aux tests qui ont été faits, par la suite et finalement avec une autre opération, il a une ATEX de KB. Et en gros, il s'est passé pas mal de choses derrière. Ben, en gros, ils ont la complète reconnaissance réglementaire pour pouvoir utiliser sur plein d'autres opérations. Et deuxièmement, ils ont monté une usine pas loin de Poitiers avec une coopérative je dirais, d'agriculteurs. Donc, ce qui est un des exemples qu'on trouve extrêmement intéressant à mettre en avant. Alors, tous les exemples ne sont pas aussi merveilleux que ça, mais il y en a de plus en plus. Et on le montrera un petit peu tout à l'heure, il y en a de plus en plus. Et il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer avec le chanvre. Il y a des choses assez sympas qui sont en train de se passer avec le chanvre en ce moment. Avec justement, là, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir avoir cette approche locale et un petit peu relativement simple d'un point de vue technique aussi, un peu entre guillemets «low tech» pour pouvoir, utiliser ces matériaux. Alors c'est vrai que j'ai pas expliqué. Effectivement, je me suis rendu compte qu'à vouloir aller vite, j'ai pas expliqué. On a de la paille hachée. Alors on vous encourage, on a rajouté ça pour l'illustration quand vous aurez la présentation. On vous a rajouté une vidéo qui est très illustrative de comment ça fonctionne. Et c'est juste devant justement le rue Champlain, donc vous verrez l'opération dans laquelle ça a été mis en œuvre. En gros, le principe, pour faire simple, c'est qu'on a tous les avantages de la paille, c'est-à-dire du très bas carbone, voire carbone
négatif, c'est-à-dire que quand vous mettez de la paille mise en œuvre de cette manière-là, ben, en gros, ça vous fait chuter votre poids carbone de votre construction. Alors pourquoi? Parce que la paille, comme d'autres matériaux, fait du stockage net de carbone. Vu qu'on a encore le biosourcé, je dirais, intègre dedans, il n'est pas brûlé, il n'est pas, voilà, c'est du stockage net. Alors bien sûr, on rajoute un certain nombre de choses là-dedans. Ce qui est très intéressant avec la paille hachée, c'est que pour le coup, on a une formation de 2 jours auprès des entreprises qui ont l'habitude de faire de l'insufflation et ils peuvent utiliser cette paille hachée. Alors là, des contraintes, on ne dit pas que c'est la solution formidable partout. On a eu ce débat hier avec un architecte qui disait que lui, il aimait bien la botte de paille par ailleurs ou utiliser autre chose. Donc on ne dit pas ça, mais on dit que ça résout un certain nombre de choses et ça permet, comme le dit Fabrice, ça permet également de travailler le hors-site et de faire de la préfabrication. Encore une fois, je ne dis pas que la préfabrication, c'est la solution dans la construction partout, mais c'est un peu un rêve qu'on a comment dire, dans la construction depuis plusieurs années, du hors-site finalement, et voilà, qui est là, qui se développe d'une certaine manière, et on parle d'éco-conception aussi avec ça, parce qu'on peut vérifier aussi tout un tas de choses au niveau qualité, on peut optimiser les procédés, etc. On peut faire ça dans des usines qui seraient décarbonées parce qu'on aurait mis des procédés, comment dire, Bah bas carbone. justement, Et voilà. voilà. Et alors voilà, on a l'exemple. Donc ça, c'est un exemple extrêmement récent. Donc ma collègue a organisé une visite euh, un peu en région, je vous le confesse, qui est plutôt en Pays de la Loire, mais vraiment juste à côté de La Rochelle. C'était le 20 septembre avec Biofib, qui est un isolant qui a du lin, du chanvre et je ne sais plus si c'est pas du bois. Enfin, il y a trois types d'isolants dedans. Et en gros, ben, en fait, ils ont une telle demande et ils anticipent une telle demande qu'en gros, ils ont créé une nouvelle usine. J'attire votre attention, on l'a vu avec Damien, parce que moi, j'ai pas eu la chance de la visiter, que c'est absolument gigantesque hein, comme usine. Donc en gros, c'est pour illustrer le fait que quand on dit que ça se développe, on a du mal parfois à l'illustrer, mais là, c'est une des manières d'illustrer. Donc il y a des usines comme ça qui se développent là en France sur ces questions-là. On peut avancer. Là, c'est aussi notre illustration. Donc là, par contre, ce qu'on voulait mettre en avant là-dedans, c'est le fait que, là d'ailleurs, on vous montre une FDES, la tête que ça, hein, également, comme Et le ça vous résultat pourrez au voir moins. ça. Et donc là, on a comment dire, un produit qui s'appelle les entrevous, qui permettent finalement de pouvoir coffrer du béton pour les sols ou les planchers, en gros. Ce qui est intéressant de voir, ce qu'on a voulu illustrer avec ça, c'est pas tant la solution technique, mais le fait qu'il y a plusieurs approches. Il y a l'approche de décarboner la construction actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on prend les solutions de maintenant et on essaie de regarder comment on les fait bas carbone pour pouvoir, voilà, pouvoir baisser un petit peu en carbone, mais on change rien au mode de fonctionnement d'aujourd'hui. Et en gros, c'est une logique qui est assez populaire en ce moment de se dire ben, on va pas forcément trop changer nos modes de faire. Et donc, on trouve des solutions comme ça qui sont très bien parce qu'elles permettent de beaucoup baisser sur ce produit-là le carbone, voire peut-être dans certains cas même d'avoir un côté négatif. Alors, toi, tu l'as vu, Damien, je ne sais pas s'il a un impact négatif ou pas, mais je suis pas C'est sûr. complexe cette notion de négatif, carbone négatif, mais bon, ça sera une aparté peut-être à Tout voir à fait. Ouais. après. Exactement. Le carbone négatif, c'est ça stocke du carbone, mais les procédés quand même ont un impact et voilà. Donc en gros la question où est-ce qu'on en arrive, etc. Et donc en gros c'est cette discussion-là qu'on voulait avoir avec vous. On a quelques produits qui viennent se décarboner. On a parfois des bétons, tout simplement des bétons, et on va y mettre des copeaux de bois dedans. Et en gros le fait de mettre des copeaux de bois, vu que c'est du stockage carbone dans le comptage, ben, en gros c'est ben, tu fais baisser mécaniquement dans le comptage le taux carbone. Et ça marche en termes de comptage, ça marche très bien. Après, en termes de changement de pratique, ça peut laisser penser qu'en continuant à faire exactement comme on fait aujourd'hui, ben, finalement, on peut résoudre vraiment le problème. Et c'est peut-être pas le message qu'on veut donner aujourd'hui. Ce qu'on voudrait dire, c'est qu'en transition, il faut faire ça, mais qu'il faut déjà penser au coup d'après, qui est dans très peu de temps, pour se dire, OK, les vraies alternatives, ça peut être quoi et est-ce qu'on peut les penser?
Donc, en gros, on a également un produit qu'on aime beaucoup ici en Nouvelle-Aquitaine qui est Circouleur avec de la peinture recyclée, avec le principe finalement d'avoir une filière de récupération de peinture et avec un procédé chimique finalement de pouvoir réemployer ces peintures-là. Et c'est extrêmement intéressant parce que du coup, ça vient vraiment enlever des déchets de nos décharges et de notre environnement et ça a un impact effectivement environnemental qui est vraiment optimisé. Donc ça, c'est un procédé qu'on aime beaucoup chez nous. Avec toujours une qualité, là aussi, c'est vrai que c'est important de le préciser, mais la qualité d'usage aussi et la performance de la peinture, ou Qui à est maintenu. minima, voilà. Et aussi pour faire une parenthèse, hein, il y a quelques exemples justement qu'on a repris dans le document que vous avez édité il y a peu de temps, qui Ouais. reprend un petit peu des solutions innovantes sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc j'en profite pour l'évoquer. Cet exemple-là, comme Yellow, était issu de ce document-là. Donc ça permet aussi de s'ouvrir un petit peu les chakras sur des solutions un peu, enfin, voilà, innovantes qui peuvent avoir d'autres enjeux aussi autour de ça. Exactement, c'est le catalogue innovation, effectivement. Ouais. Si on passe au prochain procédé, alors celui-là, il est très intéressant parce qu'en gros, c'est le système sans détour qui nous intéresse énormément en Nouvelle-Aquitaine, notamment tout ce qui est les plateformes de recyclage et notamment de démantèlement des menuiseries. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans les menuiseries, c'est qu'en gros, il y a une temporalité, plus ou moins, entre les techniques qui sont utilisées dans les menuiseries. Donc, il y a trois techniques de cadre principales. C'est les cadres en bois, les cadres en aluminium et puis ceux en PVC, en gros, globalement, hein. Et en fonction des territoires, on peut se retrouver avec finalement des gisements en bois qui sont prédominants encore. Et dans quelques années, et c'est déjà le cas dans certains territoires, ça sera le PVC. Et donc en gros, il faudra qu'on gère un petit peu ces déchets-là. L'une des problématiques qu'on a avec les menuiseries bois, c'est qu'on a l'impression que le bois, justement, vu que c'est un matériau naturel, qu'en gros, ça va assez naturellement bien vivre en seconde vie. Mais il y a plein de problématiques un peu techniques à gérer, notamment vu qu'elles sont peintes, notamment les bois un peu anciens, ils peuvent être un peu pollués et avoir finalement des revêtements qui ne peuvent pas forcément s'utiliser comme ça. Donc en gros, on a des bois de classe B ou C, etc. Donc qui ne sont pas forcément très propres finalement à une réutilisation simple, etc. Donc en gros, donc on a une problématique. Mais pour les bois les bois A, en fait, en gros, on peut peut-être éventuellement trouver des débouchés. Et c'est le procédé sans détour qui finalement vient récupérer les montants de menuiserie et finalement en faire des matériaux de construction à la fois pour l'ameublement, mais qu'on peut utiliser également en construction. Ce que l'on voulait montrer par ce biais-là, c'est qu'en gros, il y a eu finalement une innovation qui a permis finalement de travailler ce bois-là, mais qu'en gros, il y avait des problématiques techniques qui sont sur le reste du gisement. Donc, on a encore du bois en fait sur lesquels c'est un peu plus difficile à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup finalement le fait de travailler à la fois la notion de, comment dire, de réemploi et la notion de recyclage, parce que finalement, il y a certains cas où le réemploi est pas possible et voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, on a un procédé qui est vraiment très chouette, mais qui demande un temps humain assez important. Donc en gros, il faut travailler, on en parlait un petit peu en termes d'innovation précédemment, il faut travailler également la notion de construction du prix. Et ben, ce qu'on peut mettre là-dedans, c'est aussi la mise en décharge. C'est-à-dire que la mise en décharge dans les territoires va devenir de plus en plus chère. Et finalement, mettre en avant cette mise en décharge qui est évitée avec finalement de l'emploi, de l'emploi qui fait aussi vivre les territoires, en gros, il y a différents impératifs qui font que le sujet environnemental vient s'environner avec des questions économiques et également d'emploi. Ouais. Et donc effectivement, ces stratégies, on les retrouve un petit peu dans pas mal de territoires. Maintenant, ça se développe un petit peu dans un certain nombre de territoires régionaux. L'innovation aussi, tout à l'heure, tu en as parlé, cette notion de démontabilité. Alors tout à fait, c'est-à-dire que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Pour un peu caricaturer, je dirais que c'est un peu un impensé
de l'éco-conception aujourd'hui avec nos copains industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet de la décarbonation est quand même beaucoup travaillé, mais la question de finalement de la seconde vie, et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore. Alors bien sûr, je prends un contre-exemple, donc c'est pour dire que quand même, il y a des choses qui sont faites. Donc en gros, avec des cloisons démontables, on voit là, vous voyez, il y a une petite rainure, un endroit qui montre que finalement, il y a des assemblages, etc. Et notamment, ça se fait beaucoup dans les bureaux ou dans les services publics, etc. Mais en gros, c'est très très intéressant, c'est facile à monter, c'est facile à démonter, ça a beaucoup de caractéristiques. Ça pourrait être très intéressant finalement de se poser la question, même sur les habitations, si pouvait faire ça. Aujourd'hui, quand on a des cloisons en placo, on a des méthodes pour les démonter, mais c'est quand même pas le plus simple au monde et tout le monde ne le maîtrise pas. Et donc l'une des questions, c'est vraiment en termes d'éco-conception. Il y avait il y a quelques années un travail qui avait été fait avec un projet qui s'appelait BAZED, B-A-Z-E-Z-E-D, voilà, tout simplement, qui est aussi un centre de ressources sur plein de solutions, et où ça avait été aussi également mis en avant la notion de démontage, mais aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose sur lequel on doit travailler beaucoup, et donc moi je remercie Soltena et Damien d'avoir fait appel à moi, parce que c'est une occasion pour nous de parler d'éco-conception, et on n'en a pas suffisamment l'occasion, et de parler notamment de la démontabilité des produits de construction, et on a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Et du coup, là aussi, là-dessus, sur ce point-là, c'est la modularité de l'espace aussi. Finalement, pouvoir avoir peut-être des espaces plus petits, mais qu'on peut moduler différemment. Et selon la vie du bâtiment et la vie des personnes qui sont à l'intérieur, pouvoir avoir un niveau d'habitation, ou en tout cas des usages qui peuvent varier selon le temps. Euh, Exactement, la ouais. modularité, ça fait partie des stratégies de maîtrise d'ouvrage, de parfois dire au lieu de construire. Alors ça, c'est très important, merci Damien, parce que effectivement, aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à avoir une sobriété foncière, de construire beaucoup moins, et on se dit, mais on a des usages, alors comment on fait? Et donc de se dire, par exemple, qu'une école qui est utilisée de manière très intense dans la journée, mais peut-être très peu le soir, ben, peut avoir un usage le soir. Mais par contre, peut-être que les usages enfin, les espaces sont pas très adaptés. Donc en gros, la notion de modularité peut permettre finalement d'adapter les usages et d'intensifier finalement l'utilisation. Peut-être pour des associations, peut-être pour autre chose, peut-être pour voilà, des activités, etc. Et donc là aussi, l'exemple qu'on voulait utiliser, hein, évidemment, tout ce qu'on présente n'est pas du tout exhaustif, mais on a fait une sélection d'initiatives, en tout cas intéressantes à présenter. Là, c'était vraiment l'idée de se dire, bah voilà, quand on parle éco-conception aussi, on peut avoir cette notion de fonction apportée, et le design aussi va souvent être utile à intégrer. Là, c'est des dalles de plafond, hein, qui sont utilisées. Alors, l'intérêt, ou en tout cas l'innovation ou l'éco-conception qu'on peut avoir, c'est le premier niveau, c'est que c'est relativement modulaire, c'est-à-dire qu'on a des rails qui permettent bah, à travers un seul produit, en l'occurrence, là, c'est des dalles en bois, qu'on permet, qui peuvent être mis de plein de façons différentes et qui peuvent avoir des teintes aussi différentes pour avoir une esthétisme ou un esthétisme différent, mais en tout cas qui peuvent apporter différentes fonctions et on peut les mettre de plein de manières différentes pour avoir soit apporter soit de l'acoustique réduit, soit justement d'augmenter l'acoustique selon si on est dans une salle de cinéma ou si on est dans un casino par exemple, où on veut moins de bruit ou plus de bruit, ça dépend évidemment du cas. L'idée là, c'est de montrer que voilà, il y a des solutions qui existent et qui intègrent justement ces principes d'éco-conception à travers le choix des matériaux, à travers le fait que on peut changer une pièce par rapport à une autre, et surtout le fait que on peut moduler. Typiquement, un seul composant peut avoir différents moyens de le mettre en œuvre, et une récupération aussi relativement facilitée des différents éléments pour pouvoir aussi remettre à jour, réactualiser, je dirais, l'architecture du plafond, là, si on reste dans cet exemple-là. Je crois que j'avais un exemple un peu similaire, hein, d'une autre entreprise, une grosse entreprise, hein, qui est Tarkett, qui fait plutôt les dalles de sol, des moquettes. Donc là aussi, hein, des composants avec des fibres en polyamide, un certain nombre de composants qui peuvent être utilisés de manière synthétique. Là, l'idée, c'était pas de mettre en avant plus une solution par rapport à une autre. Néanmoins, c'est de dire, voilà, les entreprises, elles essayent aussi d'engager un volet, une notion de circularité et d'éco-conception, évidemment, de leurs produits à travers différentes stratégies. Là, on voulait aussi mettre en avant le fait que, voilà, comme l'exemple précédent,
d'avoir des dalles peut-être un peu plus petites, et donc du coup, au lieu d'avoir un grand rouleau et d'avoir des petites dalles, ça permettait évidemment d'optimiser la quantité de matières premières. Il y a un référentiel aussi qui est important, enfin en tout cas qui peut être utilisé au niveau international en termes de certification, alors qui est plutôt orienté sur les substances et sur la fin de vie, j'en conviens, qui est Cradle to Cradle, qui n'est pas forcément beaucoup utilisé en France non plus, mais en tout cas ça existe. Ça permet aussi de mesurer, d'avoir un outil qui mesure le niveau, enfin, qui peut certifier, là en l'occurrence un certificat privé, différents critères environnementaux et de performance d'un produit. Donc là, c'était aussi. Alors, c'est pas forcément simple à obtenir, et puis c'est relativement pour des solutions, je dirais, à grande échelle, mais en tout cas, il y a des choses, des initiatives qui existent, c'est un petit peu l'idée de notre webinaire. Pour finir aussi sur cette question, je dirais, de communication, qui est aussi, outre le fait d'avoir des solutions techniques pertinentes et performantes à tous les niveaux, souvent ce qui va être compliqué, ou en tout cas un des leviers sur lesquels on est sollicité, on n'a pas forcément tout le temps les réponses, j'avoue, mais c'est la question des labels et des modes de communication pour pouvoir aussi aider et orienter les clients, particuliers ou professionnels, à choisir finalement, à faire un choix éclairé sur des critères environnementaux. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des FDES, je ne vais pas forcément les redétailler ici, parce que là, c'est vraiment un élément réglementaire, mais il y a quand même une base qui est commune et assez robuste, hein, en termes de méthodologie pour euh, faire la FDES, la faire vérifier aussi par une tierce partie par rapport aux éléments qu'on a, et puis avoir un certain nombre d'indicateurs environnementaux qui sont publics après. Néanmoins, c'est pas très lisible et on va pas forcément être en mesure de pouvoir faire des choix sur certaines solutions si on n'a pas forcément creusé dans le détail. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui existent, ou en tout cas des entreprises essayent de créer leur propre référentiel qui peut être complémentaire avec une notion réglementaire. Là, j'ai voulu en prendre trois, alors un peu, pas forcément, ils peuvent être critiquables. Néanmoins, voilà, vous avez Leroy Merlin qui fait de la distribution de produits pour le bâtiment, notamment, a créé son Home Index. Donc là, il y a 8 critères, en tout cas, il y a 8 notions qui sont quantifiés, qui sont mesurés pour un certain nombre de produits. Et ensuite, on a une note qui nous est fournie de A à E pour pouvoir mesurer la performance du produit si l'enjeu environnemental nous semble intéressant. Donc, le choix des matériaux, évidemment, rentre en ligne de compte, la durée de vie du produit, le transport, enfin, voilà, un certain nombre de critères sont proposés. But aussi à lancer un système un peu similaire. Alors, on est plutôt dans l'ameublement, évidemment, mais là aussi, ils ont essayé d'associer différents acteurs, et ils l'ont pas fait tout seul en fait. C'est ça aussi l'idée qu'on voulait aussi mettre en avant à ce titre-là. Et que pour que ça soit relativement robuste aussi, ce mode de communication, soit à travers une note, un éco-score, un peu comme un Nutri-Score, une note de A à E, voilà, il faut quand même avoir une méthodologie relativement robuste derrière, et en tout cas essayer d'associer des tierces parties pour pouvoir valider quand même la méthodologie. C'est de plus en plus important. Donc là, voilà, il y a pas mal d'initiatives indépendantes qui essayent d'anticiper, je dirais, l'enjeu peut-être aussi réglementaire qui vise à avoir l'affichage environnemental des produits, notamment du mobilier. Le CEREMA aussi, avec le ministère de la Transition écologique, a lancé un label. Alors, je ne le connais pas forcément, donc, le détail, néanmoins, voilà, il y a un référentiel aussi qui existe, le 2EC, donc engagement économie circulaire pour la construction et l'aménagement. Donc, je pense que le TP aussi, les travaux publics sont concernés. Donc, là aussi, il y a ce référentiel qui existe, qui intègre différents critères qu'on va pouvoir potentiellement utiliser. Et oui, a priori, ça ne concerne pas forcément tout le secteur d'activité. Donc voilà, avec les limites à chaque fois que chaque label ou chaque outil peut avoir pour pouvoir l'utiliser dans son secteur. Là, c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, il y a des enjeux réglementaires, des obligations réglementaires de communiquer certaines performances, mais il y a beaucoup d'initiatives individuelles, voire par des interprofessions aussi, qui essayent aussi d'avoir un outil complémentaire, peut-être aussi plus simple à apporter. Et puis, on voulait finir là-dessus sur les exemples, David, sur un point Oui, d'interrogation. c'était une illustration sur la question des équipements techniques. C'est vrai que nous, quand on parle de bas carbone, on a beaucoup les exemples des isolants, etc. Euh, pareil, j'ai repris cette slide-là justement du fameux hub qui était très intéressant, qui montrait effectivement ces seuils-là pour effectivement des bâtiments encore une fois tertiaires. Et déjà, il y a plusieurs choses à montrer. C'est l'importance finalement des lots techniques dans le bâtiment tertiaire. Sur les logements, c'est plutôt un tiers, donc c'est quand même pas rien.
Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on veut faire de la performance, on fait beaucoup la performance avec des équipements techniques. On a des équipements très performants, notamment des ENR, et qui nous permettent d'avoir des bâtiments qui, au niveau énergétique, sont très performants. Par contre, au niveau carbone, ben, finalement, on a un sujet. Et donc ça, c'est encore une fois un peu un impensé. Donc après, il y a des notions d'éco-conception des équipements, mais également des bâtiments où il y a des logiques passives qu'on peut essayer de mettre en œuvre, justement, à essayer de trouver dans l'enveloppe des solutions, notamment sur le confort d'été, sur la performance, etc., pour éviter finalement de prendre le relais avec les équipements techniques. Mais on a voulu vous en parler parce qu'effectivement, l'appareil, on va devoir baisser l'impact carbone de ces lots-là et qu'aujourd'hui, on a le sentiment que la trajectoire, elle n'est pas là et qu'on risque d'avoir un souci, comment dire, avec certains lots techniques. En Alors, gros, qu'est-ce que avec tu cette entends espèce. par l'eau technique pour les Oui, personnes qui ne sont pas du métier, je dirais? oui, tout à fait. Les lots techniques, je vais préciser, merci. C'est bien sûr tout ce qui est chaudière, tout ce qui est équipement électrique, comme les éclairages, comme les systèmes de ventilation également. Donc en gros, voilà, qui sont extrêmement utiles voilà, pour vivre dans un bâtiment et avoir une performance accrue. Mais pour vous donner un exemple, sur les questions énergétiques, un bâtiment a besoin d'être très isolé, mais s'il a besoin d'être très isolé, à un moment donné, il a besoin d'avoir un renouvellement d'air également, parce que en gros, si c'est très isolé, à un moment donné, on ne peut pas vivre si jamais à un moment donné, on n'a pas de renouvellement d'air. Or, dans le renouvellement d'air, ben, en fait, on a une déperdition d'énergie, et donc l'une des solutions simples pour faire ça, c'est que quand on fait un renouvellement d'air, on a une récupération de chaleur, et donc on a un système qui s'appelle la ventilation double flux qui permet de faire ça. Donc c'est devenu une solution qui est de plus en plus utilisée, la ventilation double flux, parce qu'elle permet finalement d'assurer la fonctionnalité finalement de renouvellement de l'air avec des débits très importants, donc ce qui sont très intéressants aussi en termes de santé également, parce qu'on ne veut pas accumuler du CO2, notamment dans une classe, voilà, ce genre de choses. Donc c'est très intéressant, mais sauf que, bah, effectivement, si vous avez vu à quoi ressemble une ventilation double flux, c'est comme une énorme machine complexe, voilà. C'est pas si simple que ça. Et donc, bah, l'une des questions, c'est est-ce que finalement, on ne pourrait pas trouver une manière de dégrader cet axe-là en termes de ventilation, donc avoir une récupération de chaleur peut-être un peu moins performante. Donc, il y a de plus en plus de systèmes avec de ventilation naturelle, en gros, et donc là, on récupère pas trop la chaleur. Mais du coup, on vient récupérer la performance plutôt comment dire, par finalement le bâti, Des finalement. solutions plus naturelles, finalement, un peu basées. Voilà, On peut utiliser tout ce qui peut être biomimétisme, mais là, ça pourrait être l'objet d'un autre webinaire ou exactement. des solutions basées sur la nature, effectivement, qui peuvent être inspirantes à ce titre-là. Ouais. Ouais. Et donc, c'était pour Pardon. vous illustrer le côté, en fait, que les équipements techniques, il y a un gros boulot à faire. Et moi, limite, histoire de faire vraiment le lien entre les deux sujets, l'un des sujets, moi, qui m'intéressait, c'est effectivement bah, à quand un réemploi efficace des équipements techniques. Donc ça, c'est tout un sujet. Suivez-nous, certainement qu'on en parlera à un moment donné. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est important. Là, quand on parle d'éco-conception, c'est vrai que c'est ça. Souvent, on s'attelle à traiter ou à réduire les impacts significatifs les plus importants. Donc là, c'est ce qui s'est fait dans le bâtiment. On voit que bah, le reste, à chaque fois, ce reste qui au début peut paraître petit, bah, plus on avance dans le temps, plus la part est importante. Et là, c'est vrai que trouver des solutions techniques ou innovantes, justement, fondées peut-être sur des techniques peut-être un peu plus anciennes, mais qui ont montré leurs preuves, peuvent aussi répondre à ça. Ouais. Et effectivement, des choses un peu mécaniques, ça peut aussi avoir du sens. Alors, juste pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, j'en suis désolé, mais on était bavard. Mais on va essayer de recueillir comme éventuellement quelques questions. Je ne sais pas s'il y en aura. Mais néanmoins, si vous êtes une entreprise et que vous vous questionnez sur comment agir et éco-concevoir vos solutions, que vous êtes basé en Nouvelle-Aquitaine, donc le programme Bicom, donc en Nouvelle-Aquitaine, il s'intitule comme ça. Donc c'est vraiment vous aider et on est la porte d'entrée pour orienter votre projet en termes d'éco-conception. Donc à ce titre-là, faut pas hésiter à nous contacter, soit l'adresse mail que vous voyez sur la page, soit me contacter directement aussi par mail. Vous avez aussi une plateforme régionale, un site internet là qui recense, je dirais, un certain nombre d'actualités, d'événements pour pouvoir aller plus loin sur l'éco-conception
à tout niveau. À ce niveau-là aussi, on essaie de mettre en relation des entreprises avec des experts qui peuvent vous accompagner aussi de manière pratico-pratique hein, sur la réalisation de diagnostics, sur l'analyse du cycle de vie. Et donc, il y a des financements qui existent. Sur ce dispositif régional, on a 3 niveaux d'action. Le premier, ça va être évidemment, comme aujourd'hui, hein, de sensibiliser pardon, les acteurs à l'éco-conception. Donc là, on a différents webinaires, bah, comme aujourd'hui. Le prochain, c'est début novembre sur les achats responsables. On aura un autre sur la filière cosmétique aussi. Donc, comment chaque filière ou comment chaque action peut s'intégrer dans un projet d'éco-conception. Il y a aussi des ateliers qui sont pratiques relativement euh, pertinents, c'est-à-dire que là, vous allez mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, se mettre en situation pendant 2 heures et expérimenter une démarche d'éco-conception de A à Z. Donc, la finalité, enfin, l'objectif de cet atelier pendant 2 ans, c'est de partir d'un contexte et d'arriver à l'issue de ces 2 heures à avoir éco-conçu votre premier produit. Donc, c'est vraiment pratico-pratique. Donc là, il y a plein de dates qui sont proposées sur la Nouvelle-Aquitaine. Si vous souhaitez aussi en organiser un chez vous ou de manière spécifique, on peut le faire. C'est évidemment possible. Deuxième niveau d'action, c'est évidemment de vous financer pour faire mettre en place vos actions d'éco-conception. Donc là, selon la taille de votre entreprise, selon votre projet, il y a différentes choses qui existent. Le plus efficace, ou en tout cas à premier niveau, ça va être de faire un diagnostic. Donc connaître un petit peu ses parties prenantes, quelles sont les attentes, faire une première évaluation environnementale et élaborer un plan d'action. C'est ce qu'on peut faire notamment dans ce diagnostic. Euh, il y a différents dispositifs qui peuvent être financés par l'ADEME ou par la région. Il y a la BPI France aussi, avec le soutien de l'ADEME, qui propose ce qu'on appelle le Diag Éco-conception. Donc là, c'est quelque chose d'assez packagé et assez bien calibré, qui permet, en fonction des critères des entreprises, mais en tout cas d'avoir un montant relativement fixe, des bureaux d'études qui sont sélectionnés et un taux d'aide qui varie entre 60 et 70% selon la taille de l'entreprise. Donc là, pareil, au cas par cas, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez un projet, soit si vous avez déjà un devis d'accompagnement, de diagnostic, soit si vous recherchez un acteur qui peut vous aider. On est là pour vous aider, que ce soit une petite, moyenne ou grande entreprise. Là, c'est le schéma du diagnostic BPI, éco-conception, avec les différentes phases. Ça peut être assez rapide à faire. En moins d'un an, vous allez passer de ne pas forcément savoir ce qu'est l'éco-conception à avoir un plan d'action. Donc, c'est quand même assez intéressant pour beaucoup d'entreprises. Si on veut après mettre en place des actions, c'est-à-dire sur la base d'un diagnostic, de savoir ce qui est pertinent à faire dans notre activité par rapport à nos produits, là aussi, la région et l'ADEME peuvent vous aider à mettre en place les stratégies ou de l'investissement. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu les dispositifs qui existent. Comme je l'ai dit, ne pas hésiter à revenir vers moi et je voulais voir s'il y avait des questions avant de vous transmettre à la fois le replay et le support, évidemment. Alors, on avait surtout des commentaires, justement des compléments qui sont intéressants sur la, De Fabrice, ouais, ouais. voilà, Notamment dans sur l'amont. la notion qui a insisté sur la notion des biosourcés, qui effectivement sur les systèmes de construction, on est d'accord que c'est pour ça que ça fonctionne très bien. C'est que en gros, enfin, ça dépend comment c'est fait, mais les biosourcés répondent à pas mal d'objectifs de ce que tu disais avant. Quand on fait une analyse de cycle de vie et qu'on travaille une FDES, on reprend les éléments du début, mais en fait les biosourcés vont pas mal cocher ça. Mais encore une fois, l'idée c'est de trouver, enfin d'innover par rapport à ça et de travailler ça. Et sur la ventilation, oui, effectivement, il y a plusieurs systèmes de ventilation. J'ai pris l'exemple effectivement de la double flux parce qu'on la retrouve pas mal, notamment dans le tertiaire. Mais effectivement, dans les faits, parce qu'il y a aussi une histoire de coût, hein, les doubles flux, ça coûte pas rien du tout non plus. Dans les faits, c'est pas que les seuls qui sont utilisés, il y a plusieurs systèmes qui existent aujourd'hui. La question, c'est justement de savoir un peu toute la palette dont on peut bénéficier pour pouvoir faire des bâtiments les plus éco-conçus possibles et qui répondent bien sûr au programme. Très bien. Alors, je vois qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, même si on avait beaucoup d'inscrits, mais il y en a un certain nombre qui vont peut-être plutôt se reporter sur le replay, je pense. S'il n'y a pas forcément de questions, voilà, on va peut-être clôturer ça parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps, j'en suis désolé. En tout cas, merci pour votre participation, votre présence. Et puis merci David aussi pour avoir fait ce webinaire avec moi. À refaire, je pense qu'on aura sûrement d'autres sujets, Avec peut-être plaisir. Avec d'autres plaisir. thématiques aussi à avoir dans le secteur du bâtiment qui est relativement large et de la construction. Mm. On a une journée technique, tiens d'ailleurs, j'en profite, qui sera prévue avec la plateforme Recita. Donc là, vraiment une journée physique hein, dédiée à ce sujet de l'économie circulaire, plus largement dans la filière bâtiment et travaux publics, il me semble.
C'est le 12 Avant... novembre, c'est le 12 novembre à Angoulême. Voilà, très bien. Ben, tu vois, t'en sais plus que moi. Donc, On en parce sait que vous autant. intervenez aussi. Ouais, ouais, tout à fait. On est Voilà. partenaire de la rencontre. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. On vous enverra ces éléments aussi complémentaires. Et puis, bah, merci à tous. Et puis, je vous envoie les replays, les compléments. Et puis, on sera heureux si vous avez des questions à nous poser ultérieurement. Voilà. Oui, exactement. On est disponible le cas échéant. On est là pour ça. Oui, Donc, vous pouvez nous harceler. voilà. Très bien. C'est possible. Eh ben merci. Bonne journée. Puis à bientôt. Merci, au revoir.